Bonjour Robert Ménard. Bonjour à vous. Bonne année. Meilleurs vœux également et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le maire d'hiver droit de la ville de Béziers. Robert Ménard, je voudrais préciser d'entrée que vous n'avez jamais voté Jean-Marie Le Pen. Vous n'avez même jamais pensé à voter pour lui. Vous avez combattu certaines de ses idées et provocations, mais les scènes de liesse après sa mort vous ont donné envie de vomir. Ce sont vos mots. La France insoumise maintient que ces scènes relèvent de la liberté d'expression face à un homme condamné, face à un homme raciste et antisémite, a insisté et a dit Mathilde Panot. Que lui répondez-vous ce matin? D'abord, je n'ai jamais voté Jean-Marie Le Pen, alors que j'ai voté Marine Le Pen. Je le dis parce que je pense que ceux qui disent c'est la même chose disent des imbécilités. Des imbécilités. Autant Jean-Marie Le Pen a eu des propos devant moi, j'ai travaillé avec lui et tout sur des livres et tout ça, autant il a eu des propos antisémites insupportables, autant de Marine Le Pen, je n'ai jamais entendu le quart d'un mot raciste ou antisémite. Je le dis parce que ça aussi, c'est une facilité. Ah, tout ça, c'est la même chose, c'est la même famille. Non, il y a une vraie rupture. Attendez, la France insoumise qui parle d'antisémitisme. Et ils sont quoi, la France insoumise? Et les propos d'un certain nombre de responsables de la France insoumise, ils ne sont pas antisémites. Ils ne sont pas antisémites, mais vous vous dites, vous hallucinez, comme disent nos enfants. Ces gens-là qui viennent vous donner des leçons de morale et qui viennent dire « Ah non, non, on n'est pas comme ça », mais ils sont les pires aujourd'hui. Il y a eu longtemps un antisémitisme d'extrême droite, bien sûr, on ne va pas nier ça. Et il y avait des gens au Rassemblement national et au Front national qui étaient antisémites, évidemment, et Jean-Marie Le Pen l'était. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme, il est porté par qui ? Évidemment par la France insoumise. Enfin, attendez, on ne va pas ici faire la liste de tous les propos qui ne sont pas sur Israël, qui sont sur les Juifs, parce que derrière la mise en cause du sionisme, il y a de l'antisémitisme, et ils nourrissent ça sur les gens qui ont manifesté, mais c'est des charognards. Charognards. C'est quoi, madame? C'est quoi de se jeter sur un cadavre? Il vous arriverait, vous, je suppose qu'il y a des gens que vous détestez, moi, il y a des gens que je ne supporte pas. La détestation, c'est une autre paire de manches. Mais enfin, vous allez boire du champagne sur leur corps. Ça relève de la civilisation, c'est-à-dire qu'on respecte ses morts, c'est la moindre chose, finalement, quand on vit en société. C'est au sens propre une obscénité. Une obscénité. Qu'est-ce que ça veut dire, une obscénité? C'est des choses qui ne se font pas, madame. Il y a des choses qui ne se font pas, qui ne renvoient pas à telle pratique religieuse. Souvent, c'est un mot à connotation. C'est le révélateur. Parce que, alors, c'est une foule qui semble compacte, enfin, elle est quand même disséminée, ce ne sont pas des milliers et des milliers de gens, mais de quoi c'est révélateur de la part d'une partie de cette jeunesse? Ah mais d'abord d'une haine, ils sont porteurs d'une haine. Et pardon, je vais vous reprendre, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, c'est quelques centaines de gens. C'est à l'appel de qui? Du NPA, vous savez, de Besancenot. J'ai quand même en tête, j'ai un tout petit peu de mémoire, aux élections législatives, il y a des candidats, M. Poutou, des candidats de ce parti qui étaient au deuxième tour soutenus par toute la gauche. C'est-à-dire, tu peux pas à la fois aujourd'hui dire c'est nul, comme M. Gage dit, c'est pas nul, c'est une saloperie, c'est pas tout à fait le même mot. Et puis en même temps te retrouver électoralement au deuxième tour avec ces gens-là. C'est ça que je trouve indécent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment vous iriez, vous, demain, faire campagne avec ces gens-là? Donc vous dites que la gauche, dans son ensemble, est responsable. Mais elle se déshonore dans cette histoire-là. Si elle avait un peu de morale, vous me direz, la politique et la morale, c'est pas vraiment la même chose. Si vous aviez un peu de morale, un peu de courage, un peu d'honnêteté, je sais pas, un peu d'envie de te regarder dans la glace, c'est aussi con que ça, tu dirais, mais ces gens-là, plus jamais je me mets à côté d'eux. Plus jamais. Et le NPA, et attendez, Mathilde Panot, qui dit « Oh, au fond, c'est pas si grave que ça la choque pas ». Nom de Dieu, ça la choque pas. Et après, vous allez, avec la France insoumise, avec le NPA, vous retrouver... Ah oui, parce qu'ils se retrouveront. Madame, vous n'avez pas de doute. Mais vous plaisantez. D'accord. Aux prochaines législatives, vous avez vu, Mélenchon tape du poing sur la table, regardez ce que vous faites et tout. Mais il a raison, parce qu'il a en face de lui des gens qui sont des serpillères, qui à un moment donné se coucheront pour obtenir les voix de la France insoumise. Vous pariez, on se retrouve aux prochaines législatives, au deuxième tour, et on voit s'ils ne se sont pas tous mis d'accord. Donc Olivier Faure, la serpillière de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, attendez, qu'est-ce qu'il est d'autre? S'il avait du courage, il dirait plus jamais je signe un accord avec eux. Plus jamais. Or, il signera des accords, ils se retrouveront au coude à coude, et ils le feront comme ils feront maintenant.
devant la menace de l'extrême droite, Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle va menacer la démocratie. Attendez, de vous à moi, son père, il n'a jamais menacé la France de fascisme, c'est pas vrai. Attendez, moi, encore une fois, c'est Vous dites ignoble. extrême droite, mais pas, comme on peut l'entendre, fasciste ou autre. Pour lui, extrême droite de Marine Le Pen, je ne dirais pas ça. C'est une droite de la droite avec laquelle moi j'ai voté pour elle. Aujourd'hui, j'ai de vrais désaccords avec elle, mais je ne confonds pas tout, madame. Enfin, c'est pas ça. Elle n'est pas néo-nazie. Elle n'a pas, encore une fois, aucun propos qui sont condamnables. Vous pouvez ne pas être d'accord. Moi, sur le terrain économique, je pense qu'elle dit des bêtises, qu'elle a une espèce de logiciel de gauche. Mais enfin, c'est un désaccord civilisé. Bien sûr. Et c'est un débat. Voilà, c'est un débat. On n'est pas d'accord. Vous avez utilisé le mot de courage politique. Peut-être que vous le reconnaissez à une personnalité, ce courage, ou du moins cette volonté, Robert Ménard, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Je vais vous proposer un sondage. Après la proposition formulée par ce ministre d'interdire le voile à l'université et aussi pour les accompagnatrices en sortie scolaire, un sondage montre qu'une majorité de Français approuve et soutient Bruno Retailleau. Est-ce que justement, vous lui reconnaissez cette volonté, ce courage de faire ? Il est formidable. Je ne le connais pas personnellement. Donc, vous voyez, j'ai tellement interviewé de gens, en plus quand je faisais votre métier, je ne le connais pas personnellement. Il a un truc formidable. D'abord, deux choses formidables. C'est peut-être un des rares hommes politiques qui est capable d'intervenir une demi-heure sans note avec un discours construit. Vous allez me dire que c'est pas si important que ça. Oui, ça veut dire c'est important et c'est rare. Ça veut dire que c'est rare, c'est rarissime. Ça veut dire que dans sa tête, c'est construit les choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un raisonnement, qui a des valeurs, qui a un certain nombre de choses, de convictions qu'il défend. Et puis attendez, il est formidable pour une autre raison. Donnez-moi beaucoup d'autres exemples de gens qui, dans l'opposition, vous disent une chose, et quand il arrive au ministère, disent exactement la même chose, même si ça ne plaît pas aux ministres qui sont à côté de lui. Homme de conviction et des paroles aux actes. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir mettre en place... Alors là, c'est une proposition qui rejoint aussi ce que vous dites depuis des années sur le voile à l'université. Est-ce que vous pensez qu'il aura les moyens de ses ambitions ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a toute une partie de droite qui est d'un courage limité. Ils ont tellement abdiqué sur tellement de choses. Quant à la gauche, elle pense quoi ? Elle pense quoi ? Que le voile, c'est acceptable ? Mais pardon, madame, le voile, c'est une prison. C'est une prison, le voile. Et je n'arrive même pas à comprendre qu'on s'émeuve de ce qui se passe en Iran et qu'ici on trouve des excuses. Si les gens ils ont envie de le faire chez eux, dans leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne vous demande pas comment vous vous comportez dans votre vie privée, c'est votre affaire. Mais l'université, dans un lieu de savoir, dans un lieu qui dépend des pouvoirs publics, dans un lieu où normalement, c'est ce qu'on explique, moi c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on a dû vous expliquer, à l'école, à l'université, on met de côté un certain nombre de choses et on essaye d'apprendre. Bien sûr qu'il a raison. Et vous dites souvent, Robert Ménard, que dans votre ville, Béziers, il y a des quartiers avec une forte population musulmane et qui, pour certains, ou pour beaucoup, je ne sais pas, sont en demande de telles mesures. Mais bien sûr qu'ils vous demandent ça. On le dira. Mais attendez, je vais vous dire. Moi, j'ai baptisé la dernière école dans un des quartiers difficiles de ma ville, comme on dit pudiquement, enfin un quartier rude, pour dire les choses encore plus vraies, plus près de la réalité. J'ai choisi le nom de Samuel Paty. On va dire, non, comment ? Tu vas voir, c'est un quartier, allez, 70% de gens sont musulmans, ça va être un scandale. Écoutez, je n'ai pas eu une remarque des parents, alors pas des enfants, c'est les petits, donc c'est pas eux qui ont un avis là-dessus. Pas une remarque d'un parent, pas une remarque du corps enseignant. Peut-être que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, avant d'abdiquer, avant de te trouver des excuses pour dire je vais pas le faire parce que les gens veulent pas que je le fasse, peut-être que tu pourrais essayer de le faire. Peut-être que tu pourrais donner l'exemple. Moi, je pense, regardez-moi, les gens me disent ouais, mais quand même, tu es pas protégé dans ta ville. Putain, il manquerait plus que quelqu'un me protège dans ma ville. Pourquoi ? Ce serait une forme de défaite ? Mais bien sûr. Moi, je vais dans des quartiers qui sont en plus mon quartier où j'étais, personne ne me parle mal. Personne. Il y a 15 connards qui peuvent te parler. Menacé si nous sommes 10 ans après les attentats. Je pense que quand je vais faire mes courses à la Devèze, puisqu'il s'agit du quartier de la Devèze, je suis à égalité avec les gens. Je les traite normalement, ils me traitent normalement, je parle normalement, je discute normalement, je leur dis ce que je pense. Ils attendent pas
Ils n'attendent pas que vous abdiquiez, que vous preniez des prudences, que vous ayez dans votre langage, vous savez, toujours ces mots un peu qui ont été castrés, des mots castrés pour pas dire les choses par le nom. Personne ne dit ça. Moi, j'ai en mémoire quand j'ai mis le couvre-feu. Ah, le couvre-feu. Tu avais toujours cet nombre de gens bien pensants. Comment quoi? Bien sûr, le couvre-feu, quand tu as moins de 13 ans. Autorité, sécurité, lucidité. D'ailleurs, autre sondage, c'est ce que demande une majorité de Français. Mais ils vous demandent ne découvre pas. Ils vous demandent que ça, madame. Moi, la démocratie participative. Et les gens de gauche également. Mais pareil, sur la démocratie participative, personne ne me demande ça. On me demande jamais ça. Vous savez ce qu'on me demande? On me demande de régler un certain nombre de problèmes et de faire ce que j'ai dit que je faisais. Les problèmes des gens, c'est la sécurité, les abrutis qui se comportent mal, une immigration qui est incontrôlée et qui sanctionne même les gens, d'abord les gens qui se sont intégrés, qui ont réussi à l'intégrer. Voilà, ils me demandent ça. Ils me demandent que je vois pour la pauvreté et l'emploi. C'est tout. Mais alors, dans toutes ces priorités qui sont évidemment importantes, comment vous jugez les problèmes des responsables politiques, de savoir quel équilibre il faut, comment le budget va passer? Et d'ailleurs, plus largement, quand on voit un bouleversement du monde aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, nos petits, parfois, problèmes d'équilibre politique à l'Assemblée, comment vous les jugez? Ridicule. Je me dis, là, regardez, hier, l'actualité. Trump, il va arriver au pouvoir. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire sur le Groenland, le Panama, le Canada, Elon Musk. Vous avez vu les déclarations qu'il fait et tout. Tu te dis, est-ce que le monde n'est pas juste en train de changer? Et exactement, j'ai le même sentiment que vous. Et est-ce que face à ce bouleversement, attendez, alors on va mettre un peu... Il n'y a pas assez de socialistes, il faudrait mettre un peu plus de républicains. Quelle place pour celui-là? Mais attendez, c'est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Est-ce que ce gouvernement, Robert Ménard, est, j'allais dire, dévoué vraiment à la France et va avancer avec courage, comme certains de ses ministres, ou alors est-ce qu'on est toujours justement dans ces petits calculs arithmétiques? Je pense qu'on apprend... Non, attendez. Le Premier ministre, il faut dire les choses par le nom, Bayrou, moi je le connais depuis des années, on est plutôt copains. Il ne faut pas prendre les questions comme ça. L'arithmétique électorale... Oui, mais madame... Il est tenu par cela. Pourquoi vous êtes tenu par ça? Pourquoi on n'essaye pas de renverser la table? Pourquoi ce que vous dites... Ça consisterait en quoi? En quoi? À se dire, on prend 5 ou 6 questions. Vous disiez là, tiens, sur l'immigration, dès que ici, dans une salle de rédaction, ou à l'Assemblée nationale, ça a l'impression de déchirer les gens. Mais c'est pas vrai. Il y a 70%, 80% qui pensent les mêmes choses sur ces questions-là. Sur la sécurité. Attendez, vous pouvez parler tant que vous voulez de la sécurité. Si vous ne construisez pas des places de prison, c'est pas besoin de parler de sécurité. Parce que les juges, que certains soient laxistes ou pas, ceux qui ne le sont pas, je ne sais pas où ils mettent les gens en prison, parce qu'il n'y a pas de place de prison. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu de faire, alors là, ce parti dit ça, ce parti dit ça, prendre à témoin les Français et leur dire, voilà, on va prendre les 5 ou 6 sujets qui sont importants. Et au lieu de faire les lignes rouges, une majorité, voilà, on essaye de dire... Une majorité dans le pays. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas d'accord sur tel point? Sur ceux où on est majoritairement pas d'accord, on les écarte. Et pourquoi on ne prend pas la question comme ça? Parce que Robert Ménard, il faut une forme de légitimité et pas seulement, j'allais dire, de l'égalité dans l'élection, la légitimité politique aujourd'hui. Je prends l'exemple d'un propos qui a suscité beaucoup de réactions. Brigitte Macron estime que son mari mérite le respect des Français. Respect qui va avec la légitimité quand même d'une figure présidentielle. Elle le décrit comme parfois meurtri par ce qu'il entend. Il y a eu beaucoup de réactions assez rudes à ce qu'elle a dit. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle a raison. Des fois, je me dis, quand vous faites de la politique, et j'en fais Moi, je lis plus les réseaux sociaux, par exemple, parce que ça va, tu vois. Je suis pas masochiste. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Ça vous arrive pas, les gens qui vous aiment pas, ça basta. En plus, dans l'anonymat le plus complet, ils peuvent dire toutes les saloperies qu'ils veulent sur ton compte. Oui, moi, je comprends. Des fois, je me dis, enfin, ça va vous paraître pas une grande analyse politique, des fois, je me dis... avec ce qu'on dit, mais moi je serais meurtri. Et je pense qu'ils ont le beau faire les malins, les hommes politiques, c'est pas vrai. Les saloperies qu'on dit sur ton compte, ça doit te toucher au plus profond d'elle. Le respect va dans les deux sens. Mais oui, non, mais attends. Celui qui le respecte aussi. Mais en même temps, moi je puis je suppose, j'imagine qu'elle l'aime. Enfin, vous aimez un homme, vous le défendez. Moi, je trouve ça formidable. Les gens qui aiment la personne avec qui c'est le plus important de la vie, l'amour, les enfants et tout. Qu'elle le défende mordicus, au-delà même de toute raison, ça me
me la rend sympathique, figurez-vous. Moi, j'ai une femme qui m'aime, je l'espère, comme je l'aime, et qui me défend dans tous les cas, même quand je fais des bêtises. C'est ça, là. Surtout, peut-être. Et j'en fais. Robert Ménard, merci pour cette grande interview. On espère vous retrouver bientôt. Permettez-moi un dernier mot pour remercier d'abord, évidemment, nos téléspectateurs à CNews, mais également nos fidèles auditeurs d'Europe 1 qui sont de plus en plus nombreux. Et cela fait chaud au cœur et ça nous oblige, comme on dit. Donc, je vous remercie d'être là. Merci de cette invitation. Des résultats et à très bientôt.